Merci. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Émission Chronica, le dimanche à partir de 11h. Bonjour, Carole Roux à l'antenne. Bienvenue à tous et bienvenue à Crime sous Cric, la chronique de Crimalt, l'association qui démonte le crime organisé. Alors, aujourd'hui, on vous parle du film Il Traditore de Marco Bellocchio, avec l'accent. Le Traître, en français. Le film a été présenté au Festival de Cannes cette année. Il est actuellement en salle. Et bon, on va pas jouer aujourd'hui les critiques de cinéma, d'autres le font très bien, on n'a pas besoin de nous, mais on va vous parler du film. Alors, je vais vous dire d'emblée que moi j'ai beaucoup aimé, on pourra en reparler, parce qu'il a une facture assez classique, il est sobre, il est très efficace. Mais je vais interroger aujourd'hui Fabrice Rizzoli, président de Crimalt. Alors Fabrice, je te tutoie, parce que nous sommes dans la même association et tu es mon président. Bonjour à tous. Je te propose donc de nous donner ta vision et des clés de compréhension surtout sur l'histoire qui est traitée par Bellocchio dans ce film. Il s'agit du parcours du mafieux Tommaso Buscetta, qui est le repenti le plus connu de Cosa Nostra. En effet, on parle de Cosa Nostra, la mafia sicilienne, le système mafieux le plus abouti et le mieux étudié au monde. Et c'est peut-être aussi grâce à Tommaso Buscetta. Alors Tommaso Buscetta, beaucoup en parlent, mais finalement, il n'a pas été beaucoup étudié, et pour cause. En fait, il a été mafieux pendant 30 ans, et ensuite il est témoin protégé par les États-Unis pendant une quinzaine d'années. Donc il n'a pas été souvent interviewé, sauf pendant ce fameux procès et par les magistrats. Je signale par ailleurs un reportage exclusif sur sa vie cachée, donc en famille en Floride, qui est sorti il y a peu, qui s'appelle La vie de Tommaso Buscetta. Donc vous pourrez voir sur une célèbre chaîne de diffusion de contenu. Netflix. Voilà. Alors on en prend un peu plus dans le film quand même de Marco Bellocchio, mais je dirais que ce qu'on ne sait pas, c'est d'abord qu'il vient d'une famille de 17 enfants et que la mafia fut pour lui un véritable ascenseur social. Ce qu'on ne dit pas aussi beaucoup dans le film, c'est que c'était, étant jeune, un tueur réputé dans ses premières années, donc un tueur de la mafia sicilienne. Et c'était aussi un grand trafiquant de drogue, bien qu'il s'en défende, nous y reviendrons. Sinon, moi j'ai trouvé que le film était un petit peu long et que certaines scènes auraient mérité un autre traitement, comme par exemple la scène du tribunal, mais voilà, c'est quand même un très très bon film. Bon, enfin, ça, on n'est pas là non plus pour spoiler tout le film, même si on sait que c'est sur l'histoire de Buscetta. Mais pour justement donner le contexte, ce qui m'a interpellé, c'est que Marco Bellocchio, c'est un Italien du Nord, hein, c'est un réalisateur qui est politiquement engagé. C'est le premier qui a fait un film sur l'assassinat d'Aldo Moro. Il a parlé de l'Église, de l'euthanasie, enfin de sujets sensibles en Italie. Et son objectif, c'est de décortiquer les symboles italiens, les travers sociétaux du pays. Et ce film, c'est pas un documentaire non plus. On va pas lui demander ce qu'on demande à un documentaire. Donc ça reste une fiction avec des raccourcis et des silences sur l'histoire de Buscetta. Bon, donc si on revient au film, on est en Sicile, on est au début des années 60, et on a deux forces mafieuses en présence. On a d'un côté les Corleone, de Corleone, bon, dirigés par Totorina. Et de l'autre côté, on a les Bontate, de Palerme, dont fait partie Tommaso Buscetta. Alors, qu'est-ce qui les différencie, ces deux groupes mafieux, et pourquoi est-ce qu'ils en arrivent à se faire une guerre sans merci? Oui, alors ce qui les différencie, c'est que Palerme, Bontate, c'est la ville, c'est les bourgeois dans les représentations, et Totorina, c'est la campagne, c'est les bouseux. D'ailleurs, ils sont appelés comme ça par les gens de la ville. Mais dans le film, il y a déjà quelque chose qui est intéressant, c'est que Tommaso Buscetta est certes le repenti le plus connu, mais c'est un mafieux atypique. Il ne cherche pas à administrer le pouvoir sur le territoire comme Totorina, il voyage. C'est un contrebandier de cigarettes. Alors dans les années 60, Buscetta représente son clan à Milan, puis aux États-Unis, puis au Brésil. Au Brésil, il se marie pour une 3e fois avec une Brésilienne. Là encore, c'est très atypique. Il sort de l'endogamie sicilienne. En plus, c'est un beau gosse, bien habillé, il aime les femmes. Il l'assume face à un certain catholicisme coincé sicilien de l'époque et surtout mafieux. Dans les années 70, Tommaso Buscetta passe du temps en prison à Palerme pour un double homicide. Tout le contraire des Corleone, qui vont prendre, eux, le pouvoir de manière tactique, stratégique et avec énormément de violence. Donc déjà, on sent bien dans le film qu'on peut découvrir deux mafias en une.
Je vous passe les détails, mais ce qui se passe, c'est qu'en gros, entre 1979 et 83, les Corleone de Totorina exterminent tous leurs rivaux. On parle d'une guerre de mafia, mais en fait, c'est pas une guerre, c'est une extermination. Ce qu'a fait Rina est diabolique. En fait, il a pris le contrôle des familles siciliennes en y mettant, en fait, des lieutenants qu'il a retournés, etc. Et alors, on croyait que c'était impossible, parce qu'on croit que la mafia sicilienne, c'est monolithique. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Bref, 300 homicides par an, 1000 homicides en 3 ans, 1 par jour. En plein cœur de cette guerre qui vise à prendre le pouvoir sur toute la Sicile, mais surtout à maîtriser le trafic d'héroïne, qui rapporte tant, les Corleone, dirigés par Totorina, on le rappelle, ont peur du retour à Palerme de Buscetta. Il est craint. Buscetta qui est donc au Brésil. Qui est donc avec sa femme brésilienne. Qui est reparti au Brésil après avoir fui la prison, je passe les détails. Donc, les Corleone, fidèles à eux-mêmes, veulent tuer Buscetta. Donc, Buscetta reste au Brésil, ça leur pose un problème. Alors, les Corleone commencent à assassiner les membres de la famille de Buscetta pour le faire revenir en Sicile, pensant que celui-ci va venir venger les siens. Mais en fait, il reste au Brésil, et c'est seulement parce qu'il est arrêté en 1983 sur ordre du FBI pour trafic de stupéfiants que on va le voir revenir en Sicile. Mais là, il faut aller dans les salles, on va pas raconter tout le film. Ce qu'on peut dire, c'est que son arrestation en 83 tombe à un moment très important de l'antimafia, puisqu'il tombe sur la mise en place d'outils antimafia révolutionnaires. En 1982, le délit d'association mafieuse et sa confiscation qui va avec. Mais ça, on en parlera dans le cadre d'une prochaine chronique, parce que c'est vraiment un sujet en soi, c'est passionnant. On en reparlera plus tard. Je suis disponible pour une chronique sur l'association mafieuse. Entre 82 et 85, les juges italiens dirigés par le juge Falcone mettent en place une autre manière de faire de la lutte contre le crime organisé. C'est le fameux suivre l'argent, follow the money. Aujourd'hui, c'est une évidence, mais à l'époque, c'est révolutionnaire. Ça permet de remonter aux complices de la mafia, aux entrepreneurs, aux politiciens. Les fameuses associations mafieuses. Les fameuses associations mafieuses faites de mafieux, avec leur calibre, et de leurs complices. Puis, 86-87, c'est le déroulement du maxi-procès. Et moi, ce qui m'intéresse dans le maxi-procès, c'est que l'État va construire un tribunal bunker au cœur de la prison de Palerme pour éviter les déplacements des mafieux, pour que, évidemment, ils ne s'enfuient pas, qu'il n'y ait pas non plus d'agression, etc. Ils l'ont construit en très peu de temps. C'est bien la preuve que quand l'État veut, l'État peut. Aligre FM 93.1. Oui, alors Fabrice, tu nous disais que ils ont construit une énorme salle d'audience en 6 mois, je crois. Enfin, il y a un documentaire là-dessus qui est très bon, qui est passé il y a pas longtemps sur Arte, si je ne m'abuse. Mais on voit pas du tout ça dans le film. Il en parle pas du tout. Ça passe complètement à la trappe. Mais si on fait le lien avec notre chronique sur cette même antenne du 10 novembre dernier, nous avions abordé le cas de Claude Chaussat, le repenti de la brise de mer corse. Je vous renvoie au podcast, chers auditeurs. Donc Marco Bellocchio, lui, il illustre ce système aussi du repenti. C'est-à-dire que il va montrer notamment les 2 mois d'échange entre le juge Falcone et le, entre guillemets, le traître, c'est le titre du film, Tommaso Buscetta, ce fameux repenti qui dit bien dans le film qu'il n'est pas un repenti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il n'est pas un repenti, qu'il n'est même pas, en italien, non sono un infame. Je ne suis pas un infâme. Je ne suis pas celui qui trahit Cosa Nostra, parce qu'il ne se considère pas comme un repenti. Bien au contraire, Buscetta nous vend une image, et il nous prend un petit peu pour des jambons. Buscetta, il n'a jamais fait de drogue, déjà. Ouais, c'est ce qu'il dit, donc. Alors qu'il était basé sur le continent américain pour cela. Buscetta dit qu'il n'est pas un traître parce que ce sont les autres mafieux qui auraient trahi les codes de la mafia, par exemple en tuant des hommes de l'État, ce qui ne se faisait pas, des enfants et des femmes, ce qui ne se faisait pas, mais faut pas exagérer, c'était quand même arrivé déjà avant Totorina. La situation est donc très différente pour Claude Chaussat, qui n'est qu'un soldat de la brise de mer, dont le procès a eu lieu c'est clos très récemment, et avec un verdict dont on a parlé dans notre chronique de la semaine dernière. Et il n'est qu'un soldat, c'est-à-dire c'est pas du tout du rang de Tommaso Buscetta, mais il est le soldat d'une des plus grandes organisations criminelles en France ces 30 dernières années. Il pourrait être considéré comme un vrai repenti, même si moi je déteste ce mot, dans le sens où il a bien mis fin à ses activités criminelles depuis 10 ans. Enfin, on revient sur ce problème du repenti, qui est le mot qui est utilisé dans le film. C'est un vrai problème, ce vocabulaire religieux, parce que en réalité, la plupart des mafieux ne regrettent pas vraiment leurs actes criminels passés. Il y a une exception quand même. Leonardo Vitale, en 74, il se repent, il a une crise de conscience.
Il va au procès, il dénonce tout le monde. L'Italie n'est pas prête. Donc tous les accusés sont acquittés. Sachant que lui, il avait aucun statut, aucune protection pour aller témoigner. Hein, il n'existait pas de protection à l'époque. Lui, par contre, est enfermé dans un hôpital psychiatrique. Et une fois sorti, il est assassiné donc en 1984. Attention. 10 ans plus tard, ils ont la vengeance froide. Ils ont la vengeance froide, mais ils ont attendu qu'il sorte de l'hôpital psychiatrique. C'est ça qui est très intéressant. Donc attention quand même à Monsieur Chaussat et sa détention. Il est à l'isolement. Il est quand même très important, je pense, d'enlever le vocabulaire de l'Église, y compris dans ce film. Moi, je pense qu'il faut appeler ceux qui coopèrent avec la justice des coopérateurs de justice. Je rappelle qu'en France, le problème, c'est que le mot collaboration est un peu cramé. Hein. On est passé par Vichy, donc faut utiliser d'autres mots. Mais enfin, quand même, le cas de Tommaso Buscetta ou d'autres, même comme Claude Chaussat, c'est quand même plus qu'une simple collaboration judiciaire, parce que ces hommes, ils nous aident aussi à étudier, à comprendre de l'intérieur un système que l'on nomme mafia dans certains pays ou que dans d'autres pays on peut nommer autrement. Mais par exemple dans le film, Buscetta déclare dans un des tout premiers entretiens interrogatoires qu'il mène avec Falcone, il dit « La mafia n'existe pas, c'est une invention de journaliste », avec un ton d'ironie clairement sensible. En fait, dans les années 70-80, l'argument a été régulièrement avancé. On disait la mafia n'existait pas. Donc comment est-ce qu'on peut être repenti dans un système qui n'existe pas officiellement, Fabrice? Oui, enfin, ceux qui ne veulent pas voir l'ombre de la mafia ne la verront pas, ils ne la verront jamais, on a déjà parlé de ça. Bon, ceci dit, Buscetta, il veut aussi dire que eux ne s'appellent pas mafia, ils s'appellent hommes d'honneur. Vous voyez, on peut, comme ça, parler du film pendant des heures. Ce qui compte quand un ancien mafieux veut coopérer avec l'État, c'est la véracité de cette déclaration. On regarde si ça permet de faire de la manifestation de la vérité, d'élucider des faits criminels. Il n'y a que ça qui compte. Je le dis avec mes mots, on se fout de la personnalité du coopérateur de justice, s'il est gros, s'il trompe sa femme. C'est vraiment pas l'important. D'abord, personne n'est parfait, ni les coopérateurs de justice, ni les juges, ni personne. On fait même le procès d'intention. On fait même le même procès d'intention aujourd'hui aux lanceurs d'alerte. C'est un vrai problème. Ils ne sont pas parfaits et pourtant, s'ils délivrent une alerte, ce qui compte, c'est l'alerte. C'est avec ce type de mentalité que le procureur, donc à la cour d'assises d'Aix-en-Provence, a attaqué Chaussat sur sa personnalité et en faire un personnage très peu coopératif, alors que les policiers et les magistrats ont tous dit le contraire. Et ouais, en effet, on parle d'hommes. Là, on est vraiment face à des humains avec leurs failles, leurs qualités et leurs défauts. Alors, le film de Bellocchio est traversé justement par des personnages comme ça, dont Tommaso Buscetta, qui ont une vision d'eux-mêmes assez romantique finalement. Et il revient sur la question du basculement qui aurait été fait entre une Cosa Nostra Antica, la mafia noble, originale, pétrie de valeurs, qui soutient les pauvres et les faibles, et une Cosa Nostra Nuova, la nouvelle, celle qui est sans honneur, qui est débridée, qui est guidée que par un appât rapide du gain et du pouvoir. Alors évidemment, Bellocchio, il démonte finement ce mythe-là entre cette lutte des anciens et des modernes au sein de la mafia, mais Buscetta, il se positionne comme la Cosa Nostra Nuova. Enfin, lui, la Cosa Nostra Antica, je veux dire, qui justement défend la veuve et l'orphelin. Mais enfin, il est pas si sympathique ni héroïque dans le film. On voit bien que c'est quand même un sale type. C'est un peu facile pour lui, non? Oui, c'est un peu facile. Puis de toute façon, il nous fait le mythe de l'âge d'or. C'est quelque chose qui est très bien partagé. Et puis, il nous fait le mythe de l'ancienne mafia. C'est exactement ça, Carole. D'ailleurs, franchement, il faut comprendre qu'aujourd'hui, Buscetta n'obtiendrait pas le statut de ce qu'on appelle en Italie collaborateur de justice, car en Italie, il faut tout dire de ses complices et de ses avoirs. Or, Buscetta, quand il est interrogé dans le film, on peut pas le voir, c'est un peu compliqué, refuse de parler des connexions politiques de la mafia. Il pense que l'Italie n'est pas prête. Il n'a peut-être pas tort, c'est pas ce que je veux dire. Il pense qu'il serait tué, et d'ailleurs, il dit au juge Falcone qu'il sera tué pour cela aussi. Cependant, à la mort du juge Falcone, il se décide à témoigner sur les connexions politiques et permet, entre autres, pas seulement grâce à lui, le procès Andreotti s'est traité dans le film. Là, c'est le passage un peu sentimental. Moi, j'ai beaucoup aimé la manière, cette amitié, taiseuse entre ces deux hommes qui, toi, t'as profondément agacé. Bon, c'est bien, on n'a pas la même vision, tant mieux. Chacun, comme ça, projette ce qu'il veut sur le film. Mais bon, bref, revenons à nos collaborateurs de justice. Oui, je dirais plutôt complicité.
que amitié. C'est quand même sa mort est quand même un déclic pour Bouchetta qui va du coup revenir et dire des choses nouvelles. Oui, enfin j'ai fait une thèse de sciences politiques là-dessus et moi ce qui change en 91 c'est la fin du chute du mur de Berlin et la fin de la menace communiste qui fait que l'Italie est libérée de certaines magouilles. Mais donc il parle, peut-être que aussi le monde a changé. Vraiment son témoignage non complet était possible parce qu'en réalité, il était protégé par les États-Unis, par les marshals américains, parce que soupçonné de trafic de drogue. Donc les Américains ont une protection depuis la loi RICO de 70. Ça permet aussi de protéger les témoins innocents. Il peut toujours dire que l'Italie n'était pas prête, mais en réalité, son témoignage était incomplet. Mais c'était tellement la révolution que, au procès, on aurait eu tort de se priver de son témoignage qui a été cité par l'accusation. Émission Chronica, le dimanche à partir de 11h. Alors, moi, j'ai apprécié dans ce film la non-esthétisation, le mot compliqué de la mafia. Contrairement aux films américains ou aux séries qu'on voit en ce moment qui sortent en salle, en série, c'est le cas de dire, on a des séquences de bonne bouffe et de la pasta, des choses qui sont très esthétiques, ce qu'on reproche notamment à Gomorrah, Subura. Chez Bellocchio, tout est sobre, froid et quasiment angoissant. Même les scènes de fête sont angoissantes, on ne sait pas comment ça va se terminer. Il traite assez froidement l'hécatombe qui a eu lieu. Et il utilise un procédé qui, moi, m'a interpellé, un système narratif avec le petit compteur numérique qui défile et qui s'arrête lorsqu'un des protagonistes se fait descendre. Et on sait que celui-là, c'est le 54e mort, celui-là, le 85e. Bon, il s'arrête à 156 ou 157 dans le film, je sais plus. Alors, quel est le vrai bilan de cette lutte des clans ? Le bilan, c'est 3000 assassinats pendant des années. Mais ce qui change, c'est justement, en 91, un statut de collaborateur de justice. C'est parce que on dit dans le film on voit beaucoup de morts, mais ce qui change, c'est que depuis 91, il y a 4000 mafieux qui sont sortis du système grâce à ce statut. Associé à d'autres mesures anti-mafia, la coopération d'anciens mafieux avec la justice a réduit la violence mafieuse de manière spectaculaire. La France ferait donc bien de se réformer son statut de coopérateur de justice, qui n'en compte que 2 dans la mafia corse, et il serait bon aussi qu'on assure la protection de Claude Chaussat, parce que sinon, plus personne ne parlera en France, alors qu'en Italie, contrairement à ce qu'on pense, les mafieux parlent. Merci Fabrice. Pour réécouter effectivement sur Claude Chaussat, on a le podcast qui est en ligne, n'hésitez pas à aller l'écouter. Merci beaucoup, merci à Aligre FM et j'espère qu'on aura donné envie de voir le film. Je pense qu'on n'a pas tout dit non plus, il y a quand même des choses à découvrir et on vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique de Crime sous Cric, la chronique de Crimalt, l'association qui démonte le crime organisé, et à très bientôt.